Bonsoir, merci à toutes, merci à tous de participer nombreux à cette nouvelle soirée des Jeudis de l'Ordre. À l'initiative et à la demande de Manuel Munoz Rivero, conseiller médical auprès de la directrice des soins de proximité à l'ARS PACA, nous avons invité Frédéric Retornaz, médecin interniste à l'hôpital européen, pour nous parler de la prise en charge médicale des Covid longs. Vous aurez la gentillesse de poser au fil de la discussion, au fil de l'exposé, vos questions pour qu'elles soient traitées à la fin. Le prochain Jeudi de l'Ordre, le 14 octobre, sera animé par Laurent Sansini, alias Dr Flo, et traitera de Internet et réseaux sociaux. Que peut faire ou ne pas faire le médecin? Nous sommes heureux d'accueillir Madame Isabelle Guéroult, élue du CDD 84, membre du CR et de la chambre disciplinaire. Un mot pour rappeler sur le site de ce CD13, My Medical Map, recours majeur pour tout remplacement. Ça, c'est pour que Simon continue d'agir et d'agir bien. Merci à notre présidente, merci à tous les membres de notre conseil et à notre belle équipe qui travaille à la communication. Monsieur Munoz, je vais te laisser la parole. Tu vas dire quelques mots avant que Frédéric Retornaz ne parle. Merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un grand merci à Madame la Présidente du Conseil de l'Ordre et à tous les membres du Conseil de l'Ordre pour m'avoir invité, mais aussi et surtout pour avoir organisé cette formation aussi rapidement. Alors un groupe de travail régional a été mis en place et a travaillé entre avril et juin 2021 et a permis de produire un document de cadrage régional sur la prise en charge des symptômes prolongés du Covid-19. Voilà. Les publications scientifiques sont nombreuses, mais pour l'instant, de nombreuses incertitudes planent encore autour de ces symptômes, de ces syndromes, tant sur la prévalence de la maladie que l'éthiopathogénie de certains symptômes, et voire même la définition qui n'est pas homogène entre les différentes études. Et j'en veux pour preuve les différents noms qui sont utilisés. On parle de Covid long, on parle de syndrome post-Covid, on parle de symptômes prolongés de la Covid, et je pense que notre consoeur, Madame Retornaz, va nous éclairer sur ces sujets-là. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que la communauté scientifique aujourd'hui considère comme un fait établi ces symptômes et ce syndrome. Voilà. Pour certains patients, les conséquences sociales et économiques de ces symptômes sont particulièrement lourds. Donc pour l'Agence régionale de santé, il y a un vrai enjeu de santé publique et en particulier d'organisation du système de santé, et notamment dans les filières entre la ville et l'hôpital, afin d'éviter au maximum l'errance médicale de ces patients. Voilà, un grand merci et très bonne formation. Donc bonsoir à tous, merci de m'avoir invité à ces Jeudis de l'Ordre. Je suis très heureuse de partager avec vous un certain nombre de questions, d'interrogations, surtout non résolues à ce jour. Alors je vais commencer ma présentation avec deux sites qui sont des sites d'associations de patients, qui sont le site Après-J20 et Tous Partenaires Covid, qui sont des sites associatifs et qui ont mis volontairement sur leur page internet des témoignages de patients et des témoignages qui sont, comme le disait M. Munoz tout à l'heure, souvent douloureux. Et je vous invite à regarder un petit peu les présentations qui sont faites et puis à voir un petit peu ce polymorphisme, ces patients qui racontent leur vie et qui racontent un petit peu ce qu'ils vivent au quotidien, notamment sur le plan personnel et professionnel. Et la question qu'on se pose tous, c'est ça, c'est que comme pour les syndromes de fatigue chronique, comme pour toutes ces pathologies où on a plus de questions que de réponses, la question est de savoir si ce sont des malades imaginaires
ou si réellement il y a une réalité avec ce Covid. Alors, il y a une réalité, déjà, si on regarde un petit peu ce que nous disent les sites des tutelles et autres, clairement, depuis le 6 septembre, vous avez sur le site amélie.fr une information sur le Covid long pour les patients et avec des explications assez simples où le choix a été donné de parler de Covid long après 4 semaines. Et on verra la problématique de toutes ces durées et les enjeux. Sur le site de l'ARS, depuis le 14 septembre, j'ai fait attention, j'ai regardé, vous avez également une note de cadrage, un document pour la prise en charge que vous pouvez consulter et qui va nous servir également de fil rouge. Et puis, au niveau de la Haute Autorité de Santé, des collègues ont été saisis fin décembre 2020 et ont travaillé notamment pendant les vacances de Noël, compte tenu d'un afflux de patients qui n'était pas prévu, d'après ce qu'ils ont dit. Et l'HAS n'a pas fait comme d'habitude un consensus avec des experts, mais a décidé dans le cadre de l'urgence d'élaborer des points stratégiques, quitte à éventuellement y revenir, d'après ce que l'on savait finalement d'autres types de prise en charge. Et je vais vous proposer d'utiliser les 12 points essentiels de l'HAS. Je les ai classés dans un ordre qui me paraissait logique, qui ne sera pas forcément l'ordre chronologique. Mais je voudrais, à travers ces points, détailler quelques domaines d'interrogation en tout cas. Et puis, vous pouvez aller sur ce site également. Il y a un webinaire qui a été fait mi-avril avec les 4 spécialistes qui est très intéressant, qui est accessible. Vous avez les diapos et je m'en sers également dans ma présentation. Alors, si on regarde les 12 points essentiels, sont des réponses sous forme rapide. Ben, clairement, oui, il y a des symptômes prolongés qui peuvent survenir dans cette infection virale et puis qui peuvent survenir aussi chez des patients qui ont fait des formes peu sévères. Et ces formes, elles sont très polymorphes, on va le voir, et puis elles évoluent aussi de façon un petit peu déroutante pour nous médecins. Alors, on va voir les symptômes qui sont les plus fréquents. On ne va pas s'étendre sur l'épidémiologie de façon complètement exhaustive parce qu'il y a beaucoup de papiers qui sortent, mais clairement, ces patients rapportent dans cette méta-analyse récente en majorité de la fatigue. Et la fatigue, on ne sait pas bien faire, c'est pas spécifique, on ne sait pas ce que c'est et c'est souvent très difficile à prendre en charge. La deuxième chose, c'est qu'un grand nombre de patients présentent des troubles neurologiques, notamment des céphalées, des troubles de l'attention, là aussi, ce fameux brouillard cérébral qui est assez déroutant. Et puis, quels que soient si on regarde à un mois, pratiquement 80% des patients décrivent des symptômes, quels qu'ils soient, et notamment des symptômes qui nous perturbent un petit peu, cette fameuse dyspnée, cette intolérance à l'effort, et puis de façon surprenante, j'ai vu également la perte de cheveux qui était signalée. Alors ça, c'est une étude qui a été faite à Cochin avec 70 patients et on voit qu'en gros, il y a 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Vous avez 2 tiers d'atteinte neurologique quand on regroupe tous les symptômes, les céphalées, les troubles cognitifs, etc. Cette fatigue qui va être le fil rouge de tous les patients et puis des anomalies un petit peu bizarroïdes, cette espèce d'essoufflement, de dyspnée, des palpitations, des sensations de douleur thoracique, des tachycardies posturales, des symptômes un petit peu diffus. Et ce qui est étonnant également, toujours dans cette étude, donc vous voyez que c'est une étude qui avait surtout regardé des patients qui étaient considérés des patients externes, des patients, il n'y avait que 8% des patients qui étaient hospitalisés, majoritairement des femmes, 78% de femmes, et puis dans cette étude, 90% des personnes présentaient au moins 3 symptômes, ce qui était quand même étonnant. Et puis, ce qui est remarquable également, c'est que vous voyez qu'on retrouve donc dans la description des symptômes du Covid à la phase aiguë, ce que l'on observe en clinique, c'est-à-dire des symptômes très polymorphes, mais essentiellement la fièvre, l'anosmie, les céphalées, la fatigue, la toux. Mais vous voyez que quand on développe, entre guillemets, une phase prolongée de Covid, c'est pas tout à fait les mêmes symptômes et que des patients voient apparaître un certain nombre de symptômes qu'ils n'avaient pas forcément au départ. Alors, bien entendu, la fatigue, on en parlait, mais ces fameuses oppressions thoraciques, ces douleurs, les troubles neurosensoriels et puis la tachycardie, ces palpitations, un certain nombre de troubles très non spécifiques, si je peux me permettre.
Alors ça, c'est une autre étude française, c'est la cohorte French Covid qui a suivi ces patients. Et là, on est sur une cohorte tout à fait différente. Ce sont des patients qui ont été hospitalisés et plus un tiers avait fait un séjour en réanimation et 72% de ces patients avaient été oxygénodépendants. Donc on n'était pas sur du suivi ambulatoire, mais sur des patients, on va dire, un peu Covid lourd, si je peux prendre cette appellation. Et on voit bien qu'à 3 mois, il y a encore 68% des patients qui décrivent au moins un symptôme de la Covid. Et il reste encore 60% à 6 mois, ce qui est quand même assez énorme. Et à 6 mois, un quart des patients ont encore des symptômes. Donc quand on interroge ces patients tout venant, et ils ont regardé les facteurs de risque de faire finalement, d'avoir une persistance de ces symptômes, c'était le fait d'être une femme, d'avoir beaucoup de symptômes bruyants au départ du Covid, et puis d'avoir été en réanimation ou d'avoir fait en tout cas un transfert en réanimation durant l'hospitalisation. Et ce qu'il faut regarder également, c'est ça, et vous en parliez, M. Munoz, tout à l'heure, un tiers des personnes ne sont pas retournées à l'activité professionnelle à 6 mois. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en considération dans la prise en charge de ces patients. Là aussi, c'est une étude internationale qui a comparé donc des patients qui devaient renseigner leurs symptômes sur une application. Vous voyez que les symptômes majoritaires qui étaient décrits, c'est la fatigue et les céphalées. Et là aussi, on retrouvait le fait, à 2 mois, d'avoir une persistance des symptômes. C'était finalement d'être une femme plutôt jeune et d'avoir un certain nombre de symptômes au départ. Là, dans cette étude, c'était plus de 5 et le facteur âge était pris en compte également. Quand on regarde les données sur le Covid-2, on veut aussi regarder un petit peu ce qui se passe pour nous soignants, parce qu'on a beaucoup de collègues et on a beaucoup de paramédicaux qui ont été infectés. Et ça, c'est une étude suédoise qui a suivi une cohorte de soignants tout venant à 2, 4 et 8 mois. Et puis, ils ont demandé de déclarer leurs symptômes sur une application. Et on voit que ceux qui ont positivé, en fait, qui ont fait un Covid au fur et à mesure du suivi, sont beaucoup plus impactés. Il n'y a pas que la partie, on va dire, anxiété, charge de travail. Il y a réellement ceux qui ont eu un Covid que ce soit dans l'activité professionnelle, que ce soit dans l'activité sociale ou l'activité, on va dire, à la maison, un grand nombre de patients, de façon significative, décrivent des retentissements et un impact de ce Covid. Alors, on ne va pas passer 1 heure à faire de l'épidémio et à prendre toutes les études, mais là, je vous ai pris une copie d'écran sur un article qui est paru dans Nature Médecine, qui a fait la synthèse. Vous voyez que c'est assez difficile de définir quelque chose parce que vous avez des patients qui ont été évalués à 2 mois, à 3 mois, et puis certains à 6 mois. Vous avez des patients où on a des données d'oxygénothérapie pour plus de la moitié ou des données de réanimation, et puis vous avez des études où les patients sont complètement ambulatoires et n'ont jamais été hospitalisés. Donc on peut comprendre que, en termes de prévalence d'épidémiologie, on n'est peut-être pas sur les mêmes patients et on n'a peut-être pas les mêmes conséquences à voir. Et là, j'ai repris une diapo que j'ai bien aimée de l'HAS parce que clairement, l'HAS distingue des patients qui sont, entre guillemets, des Covid longs, mais qui sont des patients qui sont passés par une filière lourde hospitalière, des patients qui ont fait de la réanimation, des patients qui ont eu une forte atteinte pulmonaire. Et on voit que dans ces patients, les complications post-op, tous ces syndromes post-réanimation, c'est une majorité d'hommes, c'est ce qu'on a observé de toute façon au départ dans les premières vagues. Et la moyenne d'âge, elle est, on va dire, à plus de 60 ans. Et par contre, ce qui pose problème, et c'est clairement ces patients-là qui vont nous impacter plus parce qu'on comprend moins bien probablement, c'est des personnes qui finalement, 4 semaines après un petit Covid, on va dire, un Covid modéré, se retrouvent à réexpérimenter des symptômes et parfois des symptômes qui sont très lourdement invalidants. Et dans cette cohorte-là, ce qu'on voit, c'est que ce sont souvent des femmes avec une moyenne d'âge de 45 ans et on estime que c'est environ 10 à 20% des patients qui sont touchés à 3 mois. Alors, si on demande une définition du Covid long, vous avez sur le site de l'HAS, on vous explique qu'il faut à partir de 4 semaines consulter. Est-ce qu'on peut attendre quand même 3 mois puisque certaines études ont évalué ces patients-là? Est-ce qu'il faut attendre plus longtemps? À partir de quel moment on va estimer que ce n'est pas normal de continuer à avoir des symptômes? Finalement, c'est peut-être ça la question. Et dans certains papiers, vous voyez qu'il y a des différences on estime qu'entre 1 mois et 3 mois, on peut parler de Covid persistant.
Et puis, après 3 mois, clairement, on parle de Covid chronique, syndrome post-Covid. Après, il y a des tas de termes. C'est pas à moi de juger de la pertinence des termes. Et la question qui, quand même, pour moi, est importante, c'est est-ce qu'on parle des mêmes patients et est-ce que c'est la même chose d'avoir eu un Covid ambulatoire ou d'avoir eu un Covid hospitalier et est-ce qu'on doit faire la même chose en termes de suivi? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que c'est la même chose d'avoir fait un Covid grave ou un petit Covid en termes de retentissement? Alors la question c'est est-ce que finalement on connaîtrait quand même pas un peu ces syndromes post-infectieux? Est-ce qu'il y a dans la littérature des choses qui pourraient nous aider? On oublie quand même que si vous faites une pneumonie aiguë communautaire classique, la moitié des patients qui sont interrogés, 6 mois après, ils sont encore fatigués. Et d'un seul coup, on découvre un petit peu ce côté un peu post-infectieux, mais les médecins savent qu'il y a des patients qui récupèrent beaucoup plus lentement que d'autres pour d'autres pathologies. Et puis, on a regardé également ce qui s'est passé pour l'infection à SARS-CoV-1, où là, on voit également que les patients, ça c'est une étude qui a été faite jusqu'à 2 ans, hein. Alors je suis désolée, c'est un tout petit peu petit, mais on voit que ces patients continuent à expérimenter des symptômes très invalidants. Là, c'était le questionnaire SF36, dans tous les domaines, jusqu'à 2 ans après l'infection. Donc, clairement, une frange de la population va finalement se retrouver dans cette situation probablement. Et puis, quand on regarde également qu'est-ce qui se passe, dans la partie reprise du travail, vous voyez que, allez, 30% des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, du soin, n'ont pas repris à 2 ans après un SARS-CoV-1. C'est énorme. Enfin, c'est énorme, je trouve ça énorme. Donc, vous voyez, c'est quand même, il y a un vrai impact de tout ça. Alors, je me suis permis une petite métaphore, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais clairement, pour moi, je distingue les patients qui ont eu un Covid grave, qui ont été ventilés, qui ont été à l'hôpital, qui ont eu un certain nombre où le scanner était complètement très altéré, avec des embolies pulmonaires, avec des... Et pour moi, ça, c'est des patients où il y a eu, en gros, le poison très aigu et qui a agressé. Et c'est ce qu'on regarde ici, c'est ces abeilles qui sont mortes parce qu'il y a eu à un moment une très grosse situation agressive. Et puis, ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'effondrement des colonies des abeilles, c'est-à-dire il n'y a pas de pesticides retrouvés dans la ruche, il n'y a pas de vraie anomalie quand on fait des analyses chimiques, et pourtant les abeilles, elles sont mortes ou elles sont en mauvaise santé. Et donc je vais faire un parallèle entre ces deux types de populations, peut-être que l'avenir dira que ce n'est pas le cas, mais on a quand même ce sentiment-là. Alors j'ai un peu listé quelles sont les pistes actuellement que l'on a sur le Covid long. J'ai fait le choix de prendre quelques exemples, parce que c'est trop long pour être exhaustif, mais clairement, la première partie, et ça c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est la partie comorbidité. C'est des patients qui ont été hospitalisés, c'est des patients qui ont eu un Covid assez grave, et puis finalement il y a une comorbidité qui est démasquée, on le voit pour l'insuffisance cardiaque, on le voit chez les seniors pour les troubles cognitifs. Et puis aussi, on a des patients qui finalement vont garder des séquelles fibrotiques. Je vous renvoie à ce très beau papier du BMJ, qui est tout récent, et qui a fait vraiment le détail de qu'est-ce qui se passe dans un poumon qui est agressé au niveau cytokinique, qu'est-ce qui se passe au niveau des fibroblastes, qu'est-ce qui se passe donc dans tout ce remodelage, et pareil pour la partie cardiaque. Et donc, ces patients-là, on a des séquelles organiques, on a des surprises également quand on fait des IRM cardiaques à certains patients à distance, où on voit qu'il y a encore des signes de myocardite ou d'autres choses. La question du Covid long, elle va poser de toute façon la question des facteurs génétiques, un petit peu comme dans les syndromes de fatigue chronique. Pour l'instant, on n'a pas encore des cohortes assez grandes pour pouvoir y répondre. De la même façon, les facteurs hormonaux sont souvent cités, notamment les désordres du cycle du cortisol. Et là, c'est pareil, je n'ai pas trouvé de papier très éclairant, on va dire. Quelque chose qui fait le buzz en ce moment, c'est la question de savoir est-ce que c'est vraiment le virus SARS-CoV-2 qui pose problème, qui persiste ou qui a fait des dégâts et qui continue à interagir, ou est-ce qu'il y a d'autres virus qu'on a pu expérimenter avant, notamment l'Epstein-Barr virus, qui finalement, à la faveur de l'immunosuppression, a une dérépression et se permet de se rappeler aux patients. Et il y a un très beau papier qui vient de sortir où ils ont montré que dans les longs Covid, il y avait une résurgence, possiblement quand on suivait ces patients, de l'infection à EBV, et il y a d'autres papiers qui vont sortir.
Alors ça, c'est l'inflammation, l'activation cytokinique, ça c'est ce qu'on sait à la phase aiguë. Il y a peut-être aussi la même chose à la phase chronique. Alors il y a un très beau papier qui a été fait, je crois que c'est à Singapour, sur justement l'inflammation cytokinique. Ils ont pris des patients et ils ont regardé quels étaient les paramètres qui restaient inflammatoires en dosant des cytokines de façon régulière. Et ils montrent que clairement, chez les patients qui ont des Covid longs, un certain nombre de cytokines restent à des taux supraphysiologiques comparés aux patients qui n'ont plus de symptômes. Donc c'est une des pistes actuellement. Après, il y a l'autre piste, et vous verrez dans les fiches de l'HAS, il y a tout un chapitre sur la dysautonomie. Et c'est pas pour rien, parce que ces patients, clairement, ont des signes de dysautonomie. Et je me suis permis de faire un comparatif avec ce que l'on sait, et avec un papier qui a vraiment fait la synthèse dans les syndromes de fatigue chronique, ce qu'on appelle les encéphalomyélites myalgiques post-virales notamment, où on voit bien qu'on soit dans le cadre de l'immunité, il y a des anomalies de l'immunité innée, des anomalies de l'immunité adaptative, des phénomènes de neuroinflammation qui persistent, des sécrétions de cytokines pro-inflammatoires, ça a été bien décrit notamment dans les syndromes de fatigue chronique post-EBV. Et puis, il y a une autre partie qu'on connaît moins bien et qui est beaucoup plus difficile d'ailleurs à explorer, c'est tout le dysfonctionnement mitochondrial avec le stress oxydatif. Et ça revient sur le devant de la scène. Il y a eu pas mal de papiers sur l'Epstein-Barr virus, mais clairement, il y a des questionnements sur ces stress oxydatifs aigus ou chroniques et sur le dysfonctionnement mitochondrial. Et puis, je fais un petit parallèle avec la dysbiose, parce que ça, c'est un sujet qui me passionne. Et il y a un seul papier, pour l'instant, de qualité, qui a été publié, où ils ont comparé, ils ont fait à la fois une analyse sur les symptômes, et puis à la fois une analyse en prenant à la fois donc du shotgun, c'est-à-dire ils ont regardé un petit peu les expressions bactériennes, et de l'autre côté, ils ont fait de la métabolomique pour voir quels étaient finalement les produits métaboliques qui étaient anormaux. Ils ont comparé entre des LC et puis des longs Covid, et là c'est pareil, il y a franchement des intact dysbiotiques qui sont des groupes qui peuvent se séparer, on va dire, en termes notamment métaboliques. Et puis, qu'en est-il du stress? Parce que clairement, je crois que depuis 1 an et demi, on ne peut pas dire que personne n'était épargné. Je crois que que ce soit les patients, que ce soit nous-mêmes, on a tous subi un stress psychologique. On connaît l'impact du stress sur beaucoup de domaines. Et puis, on connaît aussi l'impact du stress comme facteur d'entretien. Dès qu'une situation se décompense, le fait de surajouter du stress entraîne un certain nombre d'anomalies. Et toujours, je vous invite à lire cet article du BMJ où on voit en fait finalement les cascades auto-inflammatoires avec la neuroinflammation au niveau des cellules gliales notamment, avec toutes les conséquences qu'il y a dans ce qu'on appelle la fatigue centrale et puis dans la fatigue périphérique au niveau des muscles. Donc c'est vraiment une piste très intéressante sur les facteurs déclenchants, d'entretien et surtout sur les métabolites qui sont sécrétés. Je me suis permise de faire un faux modèle biopsychosocial du Covid long, mais en reprenant un petit peu ce que j'ai lu. J'ai essayé de le calquer un petit peu sur ce qui est décrit dans les syndromes de fatigue chronique. Clairement, je pense que tout le monde ne fera pas un Covid long et que pour l'instant, on ne sait pas qui va en faire un. Et il y a sûrement des déterminants génétiques ou épigénétiques avec des patients qui ont déjà probablement un HLA qui est peut-être familialement pas tout à fait adapté. En épigénétique, on voit bien qu'il y a beaucoup de patients qui ont eu un certain nombre d'événements de vie, qui ont pu avoir une résilience et puis le Covid vient les couper en deux. Et puis, il y a tout le facteur stress, ça c'est clair. Et si on regarde finalement les parcours et les trajectoires, bien, un certain nombre de patients vont peut-être faire une réactivation EBV ou une co-infection. Et puis vous voyez que finalement il y a de l'inflammation de bas grade qui est décrite, il y a une activation cytokinine avec toutes les cascades que l'on connaît et les implications dans la fatigue. Il y a la partie dysbiotique avec l'axe gut-brain, mais là aussi probablement par la sécrétion de métabolites ou d'autres médiateurs. Et puis il y a aussi cette hyperperméabilité membranaire dont on commence à parler avec une augmentation avec des translocations bactériennes qui auto-entretiennent les phénomènes inflammatoires, comme on l'a vu dans certains papiers. Une piste qui est intéressante,
c'est l'auto-immunité. Donc vous savez que dans les Covid aigus, on a des tas d'anticorps. On dit souvent les patients ils crachent des anticorps. On l'a vu notamment pour la partie thromboembolique. Mais ces anticorps persistent chez un certain nombre de patients et il y a une équipe allemande qui travaille sur les anticorps anti-système nerveux autonome. Vous avez vu qu'un certain nombre de patients ont des troubles dysautonomiques sévères et ont mis en évidence dans le syndrome de fatigue chronique post-infectieux, ils commencent à travailler donc sur ces syndromes de fatigue, sur ces fameux auto-anticorps qui pourraient être responsables notamment de phénomènes de vasoconstriction, de phénomènes dysautonomiques qui aggravent le système. Et puis, bien entendu, l'altération mitochondriale avec tout ce qui est anomalie du stress oxydant, anomalie des protéines de stress. Tous ces symptômes qui sont induits et auto-entretenus, finalement, il y a sûrement une boucle où plus vous êtes mal, quand vous étiez bien portant, tout va bien, vous avez une pandémie, vous faites un petit Covid et puis vous n'arrivez plus à vous lever, dès que vous faites le moindre effort, vous êtes essoufflé, le lendemain vous le payez, finalement c'est quand même déroutant. Nous on a tendance à dire allez-y, bougez-vous, ça va passer, puis finalement plus les gens se bougent, certains plus ça se dégrade et je crois qu'il y a vraiment une boucle d'amplification qui peut se créer parce que c'est le stress. Et j'aime beaucoup cette photo parce que je crois que c'est important. Peut-être que dans le Covid, on va peut-être vraiment croire ces patients. Ça fait des années que je travaille avec des patients qui ont des syndromes de fatigue chronique, notamment post-infectieux. Ça fait des années que je me bats pour que certains puissent avoir des aménagements et ça marche pas forcément. Je crois que le Covid va nous aider à progresser là-dedans. Et voilà, il y a un état de fait, il y a un grand volume de patients qui expérimentent les mêmes symptômes. Il va falloir qu'on s'en occupe. Alors pour être un peu plus pratique, quelle est la conduite à tenir? Je vous invite à lire les recommandations de la HAS, tout simplement. Mais clairement, c'est pas parce qu'on est fatigué, qu'on a mal à la tête ou qu'on a des palpitations, qu'on a un Covid long ou qu'on a juste du stress. Quand on suit ces patients, moi je suis assez étonnée de voir que faut vraiment quand même rester très clinique et bien les examiner, ne pas hésiter à vérifier. Bon, ça paraît trivial, mais la thyroïde, vérifier un petit peu ce qui se passe, revérifier pour ceux qui sont dyspnéiques s'il n'y a pas eu des embolies pulmonaires qu'on n'avait pas captées au départ, parce que clairement, beaucoup quand même sont capables de faire des complications après la phase aiguë. Et qui ne sont pas liées avec un Covid long. Alors les recommandations, bien sûr, c'est l'examen clinique approfondi, la recherche d'une hypotension orthostatique, la mesure de la saturation. La difficulté étant de doser. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut beaucoup explorer ces patients? Est-ce qu'il faut se dire une fois qu'on a éliminé l'embolie pulmonaire, une pathologie cardiaque, est-ce qu'il faut se donner un petit peu du temps et rassurer la personne? Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc là, je vous ai mis les fiches techniques. Vous voyez, il y a la fatigue, la dyspnée, les douleurs thoraciques, les troubles du goût. Qu'est-ce qu'on fait pour le kiné? Les troubles somatiques fonctionnels. Je ne sais pas s'il y aura des questions. Les manifestations neurologiques. Enfin, tout est proposé. Là, je vous montre un exemple de la fiche qui a été faite sur les troubles cognitifs. Alors c'est vrai que le problème de ces fiches, de mon point de vue, c'est qu'en médecine générale, il y a quand même énormément d'examens qui sont demandés. Alors l'examen, c'est une chose, mais énormément d'échelles qui sont recommandées. Et quand vous mettez à bout toutes les échelles, je pense que le pauvre médecin généraliste, il va passer un certain temps. Alors c'est peut-être une petite critique, mais ça reste quand même compliqué à mettre en pratique. Pour avoir passé des mock tests, je peux vous dire que c'est compliqué, c'est long. C'est un test de dépistage qu'on utilise beaucoup en gériatrie, mais dans un cabinet de médecine générale, c'est quand même pas toujours évident. Alors la réponse, j'aime bien parce que ce qui m'a surprise quand j'ai lu un petit peu sur le Covid, c'était marqué réponse rapide, réponse rapide, réponse rapide. Et moi, plus je travaille sur le Covid long et plus j'essayais de présenter cette présentation, plus j'avais des réponses lentes et plus je me disais mais finalement qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, donc je vous donne des réponses rapides. La majorité des patients peuvent être suivis en soins primaires et ça c'est sûr, c'est évident. C'est le médecin traitant qui connaît son patient, qui connaît l'antériorité et qui est l'interlocuteur principal. Alors après, l'écoute est empathique, ça j'ai absolument pas de doute. Il faut inciter le patient à s'autogérer, à connaître ses limites, continuer à avoir des activités physiques. Ça c'est très dur. Quand les patients sont fatigués, quand les patients ont mal partout, ils vont vous dire, et quand les patients dont certains ont des troubles dysautonomiques et des intolérances à l'effort, vous pouvez dire ce que vous voulez, ils vont pas y retourner et en plus certains vont s'aggraver. Donc c'est vraiment compliqué. Alors les traitements actuels sont essentiellement symptomatiques. Oui, là, si on avait la potion magique, nous, on serait contents. Il n'y a pas de potion magique pour le Covid long, c'est un scoop. Et puis la rééducation, elle est centrale. Oui, elle est centrale. Attention.
hein. Et attention, la rééducation olfactive, c'est une chose. La rééducation active avec les kinés, c'est très bien. Il faut quand même faire attention aux limites du patient et ne pas le mettre en échec. Il faut la commencer précocement, mais on a des patients qui vraiment n'arrivent pas à se réentraîner et il faut vraiment le respecter parce que sinon on va auto-entretenir un système, voire l'aggraver. Et puis la question, c'est comment on fait un recours aux professionnels, comment, aux organisations pluridisciplinaires, comment on fait un recours finalement sur des patients qui nous posent problème et sous quelle forme. Alors je vous ai mis la diapo qui reprend la note de cadrage de l'ARS. Donc vous voyez que le médecin traitant est au centre. J'ai lu que les plateformes territoriales d'appui allaient pouvoir nous aider à coordonner pour la coordination de ces patients. Donc je pense qu'il y aura la liste et que ce sera une très bonne chose. Et puis en plus, on verra ensuite après comment il faut organiser la prise en charge parce que est-ce que vous avez des palpitations, vous allez voir le cardio, vous avez une hyperventilation, vous allez voir le pneumo, vous avez mal partout, vous allez voir le rhumato ou l'interniste. Comment les patients ont tout donc souvent, donc comment on va faire? Donc la stratégie, ce qui est intéressant, c'est quand même des petites choses faciles, hein. Les traitements symptomatiques, ben ça c'est bien. Les INS ne sont pas contre-indiqués, ça aussi c'est intéressant de le savoir. Et puis vous voyez, le traitement, l'information, je crois qu'il faut rassurer les patients. On commence à avoir maintenant des patients qu'on a suivis pendant 1 an, on voit qu'un certain nombre vont s'améliorer spontanément et je crois que c'est un message à faire passer. Une grande partie des patients vont s'améliorer, même si on les accompagne pendant quelques mois. Et puis, ben, il restera des patients, effectivement, qui vont malheureusement avoir une situation qui va s'autonomiser. La prise en charge rééducative, elle est fondamentale, adaptée à la condition du patient. Et puis, pour les troubles anxieux, vous avez vu que c'est recommandé. Il y a sûrement des prises en charge qui vont être proposées. Donc, dépister les troubles anxieux. Alors là, qu'est-ce qui va se passer demain pour le Covid, hein, on ne sait pas. Mais pour le Covid long, on a quand même la sensation que certains patients vont faire plusieurs épisodes en vague, comme ça, comme les Covid, et puis ils vont finalement récupérer. C'est un peu comme la forêt amazonienne, on peut faire quelques incendies, puis il y a certains patients où l'incendie va être trop important et il n'y aura pas de capacité de résilience. Et puis, ben, de nombreuses questions scientifiques persistent, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Pour finir, je vous ai pris la synthèse de ce qui avait été déclaré comme étude sur le Covid. Vous voyez que les études, elles sont très variables. Il y a des études qui vont être essentiellement épidémiologiques, s'attacher à bien décrire ce que c'est. Des études qui vont être beaucoup plus spécifiques. Quelles sont l'action des agents antifibrotiques sur l'apparition des Covid longs. Des études sur le thromboembolisme, les maladies thromboemboliques. Bref, il y a énormément de domaines de recherche et vraiment, quand vous regardez, vous voyez, il y a 160 études là en si peu de temps qui sont sorties sur le Covid long. On est très fiers, je vous ai mis l'étude qu'on fait à l'hôpital européen qui s'appelle ALCOVID, avec un suivi qui est à la fois un suivi clinique et puis il y a des études ancillaires, notamment sur le microbiote, des études avec des épreuves d'effort, donc on en saura un petit peu plus. Donc en conclusion, la réalité, ben c'est que on a tous des patients qui, quelques semaines, voire quelques mois après, continuent à avoir des symptômes ou redéveloppent des symptômes. Il y a une proportion significative de ces patients quand on voit la quantité de patients qui ont été infectés par le Covid. L'épidémiologie du Covid long, ben, peut-être qu'on va arriver maintenant à voir avec toutes ces cohortes, à savoir finalement quels sont les patients qu'il faut simplement accompagner, ceux qu'il faut vraiment prendre en charge de façon plus précoce, et puis savoir quels sont les facteurs peut-être prédictifs d'évolution vers un Covid très long. Ça n'existe pas encore, mais je pense que ça va arriver. Comment on peut réduire le risque individuel de Covid long, parce que c'est quand même un enjeu personnel pour le patient, mais un enjeu sociétal, notamment pour les problématiques de vie professionnelle, entre autres. Quelle est la prise en charge optimale? Ben, personnellement, je suis désolée, mais je ne sais pas. Hein. Et puis, traquer quand même vraiment le diagnostic différentiel du Covid, parce que moi je travaille en médecine interne, donc sur 30 patients, vous avez 2 nouvelles pathologies auto-immunes qui arrivent. C'est quand même beaucoup plus que ce que vous voyez tous les jours. Donc il y a ça se passe pour ma paroisse, mais j'imagine que dans toutes les disciplines, c'est pareil. Donc vraiment traquer quand même, ne pas se contenter de choses simples et évidentes. Comment on va gérer la surconsommation de soins? On n'a pas fini la 4e vague. Beaucoup d'entre nous sont encore en phase très active. Et avoir des patients qui arrivent avec un peu de fatigue, un peu de ceci, mais qui sont sortis du système, comment on va pouvoir les voir, s'en occuper, c'est assez compliqué. Donc clairement, le message, c'est
c'est rassurer ces patients. Et puis personnellement, je suis ravie de savoir qu'il y a quand même une grosse réflexion sur les syndromes post-infectieux et que ça va nous permettre aussi d'améliorer le pronostic, j'espère un jour, d'autres patients qui ont à peu près les mêmes problématiques comme les syndromes de fatigue chronique. Je vous remercie. On va dire merci et merci donc reviens vite, merci au moins dans beaucoup. un an. Merci beaucoup. Merci beaucoup.